Introduction. Nous sommes devant un extraordinaire mystère, qui pourrait bien être un conte de fées, le conte de fées de l'espèce. Nous partons de l'archipel des Galapagos, là où Darwin, pour la première fois, aux environs de 1835, conçut sa théorie de l'évolution. Les iguanes ne sont pas à jamais des iguanes, ni l'homme à jamais un homme. On ne nous a jamais rien dit de plus sérieux depuis, ni de plus captivant, ou disons de plus libérant. Car il s'agit bien de sortir de captivité. Si l'on en sort, par quel bout en sort-on, à part l'explosion de la planète ou des saluts célestes, yogiques et autres, dont nous commençons bien à voir qu'ils laissent la planète inchangée? Le salut est physique, disait celle dont nous allons conter l'aventure dans la conscience des cellules. L'évolution est matérialiste comme il se doit, ou en tout cas matérielle. Reste à savoir ce qu'est cette matière, fermée ou ouverte. Darwin l'ouvrait, avec Jules Verne son contemporain. Max Planck, Heisenberg, Einstein l'ouvraient, avec leurs amis impressionnistes, fauvistes ou pointillistes. La matière fusait de tous les côtés. Sri-Aurobindo et Mer se situent de ce côté-là. Quelques astrophysiciens aussi. Et pourquoi se fermerait-elle avec les biologistes? Sri-Aurobindo avait 10 ans quand Darwin est mort, 1882. Il avait déjà quitté l'Inde pour apprendre la leçon du matérialisme occidental à Londres. Mère, sa future compagne, en avait 4 à Paris. Et Einstein avait 3 ans à Ulm. On nous a dit quelque chose de très sérieux aussi depuis Darwin. Mais quand le sérieux commence à prendre l'allure d'une prison, nous nous méfions. Car le prodigieux tableau évolutif depuis l'explosion des vertébrés, il y a quelques 400 millions d'années, a fait singulièrement sauter de successives biologies, avec quelques philosophies du crabe, du lapin et de l'orang-outan en cours de route. Comment ça saute? C'est cela qui nous intéresse. Or, en 1953, une équipe de biophysiciens anglo-américains découvrait le mécanisme de duplication de la molécule d'ADN. Voilà qui est sérieux. L'ordre d'enchaînement des acides aminés détermine à jamais si nous ferons une souris ou un homme. Et une certaine molécule magique et parfaitement scientifique, dite acide désoxyribonucléique ou ADN, règle imperturbablement cet assemblage de père en fils, à moins de quelques collisions de rayons X ou de rayons cosmiques, ou d'une petite bombe, qui viennent faire dérailler un point de la chaîne, et nous entraîner plus probablement vers une monstruosité que vers une prochaine espèce. Et encore, tout ceci s'étend-il sur des milliers ou des millions d'années de mutations imperceptibles qui finiraient par chance, par déclencher quelques déclics ou nous précipiter enfin dans une autre espèce. Si la bombe nous en laisse le temps, et si les 4,5 milliards d'Homo sapiens de cette planète n'ont pas, entre-temps, fait tant d'autres milliards de rats sapiens et dévoré la Terre. C'est à voir aussi, car après tout, il a fallu des milliers d'années pour arriver au premier milliard d'hommes. C'était en 1830.
tandis qu'il en a fallu 100 pour arriver au 2e milliard, puis 30 pour le 3e milliard, et seulement 14 ans pour le 4e milliard. Le problème est urgent. Nous n'avons plus des milliers d'années évolutives pour le résoudre, peut-être même pas 10 ans. Alors, par quel bout en sort-on en dépit de l'équipe anglo-américaine et des cellules répétitives? Y a-t-il une solution dans la cellule et dans la matière? Si cette solution n'est pas au ciel, ni dans les libérations yogiques, mais que l'homme ne restera pas indéfiniment un homme, ni même un homme amélioré, ne fait point de doute. Pas plus que le reptile n'est resté reptile dans les marais desséchés du secondaire. Si nous ne trouvons pas le truc, l'évolution le trouvera pour nous, en dépit des biologistes. Il y a 70 millions d'années, les sauriens ont brusquement disparu de la terre qu'ils étouffaient, pour laisser s'ébattre et gambader les souris et musaraignes arboricoles. 57 412. Pouvons-nous espérer que ce corps, qui est maintenant notre moyen de manifestation terrestre, aura la possibilité de se transformer progressivement en quelque chose qui pourra exprimer une vie supérieure? Ou est-ce qu'il faudra abandonner cette forme totalement pour entrer dans une autre, qui n'existe pas encore sur la Terre? Disait Mère, celle justement qui allait chercher le truc de l'espèce dans les cellules du corps. Est-ce qu'il y aura une continuité? Ou est-ce qu'il y aura une brusque apparition de quelque chose de nouveau? Est-ce que l'espèce humaine sera comme certaines espèces qui ont disparu de la Terre? C'était en 1957. Darwin a mis plus de 20 ans à oser dire ce qu'il avait pressenti dans l'archipel des Galapagos. L'origine des espèces date de 1859. Et encore, disait-il, c'est un peu comme de confesser un meurtre. Nous sommes devant l'histoire de Mère un peu comme Darwin devant ses iguanes. Voyons, est-ce que c'est possible? Et qu'en dira le biologiste? Et qu'en dira la médecine? Et qu'en dira... Pourtant, il n'y a pas de doute. Pendant 19 ans, nous avons écouté les expériences de Mère, la continuatrice de Sri Aurobindo, sans très bien comprendre ce que cela signifiait. Puis elle est partie un jour de 1973, à l'âge de 95 ans, nous laissant sidérer devant une montagne de documents à la fois pleins de sens et incompréhensibles. Pendant ces temps, nous avons empoigné ces documents. Nous nous sommes battus avec. Nous avons cogné du poing contre le mur et appelé Mère de l'autre côté de cette mort imbécile, comme elle disait, pour qu'elle nous livre son secret. Pourtant là, tout ouvert, dans ces milliers de pages de documents, l'agenda. Mais quel sens a une expérience de souris pour un dinosaure? Pourtant, c'est plein de sens. C'est là. Mais il faut un petit déclic qui mette en place tous les morceaux du puzzle. Nous avons même tenté d'écrire 3 volumes pour saisir le fil, tracer le chemin de cet incompréhensible lendemain de l'homme. Voir Mère ou le matérialisme divin, l'espèce nouvelle et la mutation de la mort. Oh, comme nous nous sommes battus. Nous étions même parfois comme le Sherlock Holmes de Conan Doyle, avec notre loupe et notre raisonnement mental pour saisir ce qui n'est plus mental.
Mère, c'est un désespérant roman policier fascinant dans l'histoire de la prochaine espèce. Comment ça se fabrique, une prochaine espèce? D'où ça sort? Par quel bout? Quel mécanisme? Et puis, un jour, c'était évident. Mais il n'y a rien de plus invisible que l'évidence, parce que c'est tellement sous notre nez qu'on n'y voit rien. Est-ce que les souris voient quelque chose à un homme? Ou même un singe? Il doit penser que nous ne grimpons plus si bien aux arbres, et après. Alors nous avons regardé, et regardé l'histoire de mère. Et après. Alors nous avons écarquillé les yeux, et oui. C'est un peu comme le « confesser un meurtre » de Darwin. Nous comprenons bien ce qu'il voulait dire. C'est un tel défi à notre espèce et aux lois de notre espèce. Et pourtant c'est logique, c'est naturel. Mais allez donc dire à la musaraigne de Bornéo que l'Homo sapiens est naturel et logique. Nous ne voyons qu'une façon d'entraîner le lecteur dans cette biologie policière de la prochaine espèce. C'est d'énoncer brutalement, sans fioriture ni commentaire, les expériences décisives de mère, en les numérotant comme les expériences de laboratoire, puis, autour de ces noyaux d'expérience, de tracer les lignes qui ont conduit là et celles qui mènent de là à un nouveau noyau d'expérience, jusqu'à ce que le puzzle soit complet et la conclusion inévitable. Nous n'allons dans aucune mystique, aucune philosophie, fût-elle hindoue, ni même dans aucun scientisme, car qu'est la science du reptile pour l'Archéoptérix? Nous allons dans les données de l'expérience, fussent-elles bizarres pour nous, et comme Darwin aux Galapagos, nous partons d'une donnée simple qu'aucun évolutionniste ne démentira, la première donnée de mère. 58, 28, 11. À travers chaque formation individuelle, la substance physique progresse. Et un jour, cette substance sera capable d'établir un pont entre la vie physique, telle que nous la connaissons, et la vie supramentale qui se manifestera. Le corps, c'est le pont. Le corps, cela veut dire des cellules. Des cellules qui se comportent comme le schéma anglo-américain. Ou autrement, d'imperceptibles mutations qui s'étendent sur des millions d'années, ou un changement brusque. Le miracle de la Terre, disait-elle. Le conte de fées de l'espèce, mais un conte parfaitement biologique et terrestre. 58, 145. Il semble que l'on ne puisse jamais comprendre vraiment que lorsqu'on comprend avec son corps. 54, 214. Savoir pour le corps, c'est pouvoir faire. Les 2 premiers chiffres de chaque citation indiquent le millésime de l'expérience en question. Ici, il s'agit de l'année 1954. Mais mère, c'est la révolution la plus formidable que l'homme ait jamais accomplie depuis qu'un jour, dans une clairière du néolithique, un premier omnimien s'est mis à compter les étoiles et ses peines. D'une mère égyptienne et d'un père turc, mère, Oumira Alfassa, est née à Paris en 1878. Elle était d'1 an plus âgée qu'Einstein et contemporaine d'Anatole France, dont elle a gardé la douce ironie. C'était au siècle du positivisme. Son père et sa mère étaient matérialistes à tout crin. Lui,
banquier et mathématicien de premier ordre, elle, disciple de Karl Marx, jusqu'à 88 ans. Cette petite fille avait d'étranges expériences dans les temps passés de l'histoire et peut-être dans l'avenir. Elle rencontrera Sri Aurobindo en rêve, 10 ans avant d'aller à Pondichéry. Il le prit pour un dieu hindou en costume de vision. Mathématicienne et artiste peintre et pianiste, elle devint l'amie de Gustave Moreau, Rodin, Monet, et épousera un peintre d'avec qui elle divorcera pour épouser un philosophe qui l'entraînera jusqu'au Japon et en Chine, à l'époque où Mao Tse-tung écrivait « La grande union des masses populaires » et à Pondichéry, auprès de Sri Aurobindo, qu'elle ne quittera plus. Elle vivra 30 ans près de celui qui, au début de ce siècle, annonçait l'évolution nouvelle. L'homme est un être de transition, jusqu'à la mort de Sri Aurobindo en 1950. Puis, à la tête d'un énorme ashram qui semblait représenter toutes les oppositions de la Terre, elle plongera dans le yoga des cellules et découvrira enfin le grand passage à une autre espèce. Incomprise, seule, entourée de résistance et de mauvaise volonté, elle quittera son corps à l'âge de 95 ans, en 1973. Je ne pense pas qu'il y ait plus matérialiste que je ne l'étais, avec tout le bon sens pratique et le positivisme, nous disait-elle au milieu de ces dangereuses expériences dans la conscience des cellules. Et je comprends maintenant pourquoi c'était comme cela. Cela a donné mon corps une base d'équilibre merveilleuse. Les explications que je demandais étaient toujours matérielles, et cela me paraissait évident. Il n'est pas besoin de mystère, rien de tout cela. Vous expliquez matériellement. Par conséquent, je suis sûre que ce n'est pas une tendance au rêve mystique en moi. Pas du tout. Ce corps n'avait rien de mystique. Dieu merci.